contribuer à ce que d'autres ont dit. L'essentiel, c'est que les choses soient dites par un tribunal. Un tribunal, ce n'est pas l'exécution qui est essentielle. Il y a un premier point essentiel, c'est que ce tribunal dit le droit. Et du fait même qu'il dit le droit, il permet aux choses d'être claires. Voilà, je vais prendre un exemple très simple. Le jeune homme qui est là parlait du sionisme et pourquoi il n'a pas été question de sionisme, etc. Bien. Vous savez, l'intérêt du tribunal Russell, en 67, là, pour sa première session, c'était qu'il pointait du doigt une entreprise américaine de colonisation. Et c'est ça la haute valeur symbolique du fait que la Palestine soit prise en charge par le tribunal Russell, c'est de donner aux choses leur mot signifiant. Le mot signifiant de ce qui se passe en Israël, Palestine, c'est le mot colonisation. On est devant un fait de colonisation. Que l'idéologie s'appelle sionisme, ne s'appelle pas sioniste, qu'elle s'appelle charité, qu'elle s'appelle papillon, n'a aucune importance. C'est une entreprise de colonisation. Et du coup, comme entreprise de colonisation, on sait exactement comment elle fonctionne, on sait exactement quels sont ses moyens, on sait exactement comment elle accapare. Donc dire sionisme n'importe rien. D'autant plus qu'il peut être utilisé par d'autres pour obscurcir le débat, parce qu'effectivement, il y a quelques poètes sionistes qui sont de purs rêveurs, qui n'ont jamais fait de mal à personne par ailleurs, etc., etc. Alors que dire fait colonial, ça dit quelque chose d'infiniment plus précis, et comme il est précis, il peut être pris en charge par le droit international pour pouvoir dépicter point par point où est-ce que le comportement israélien actuel s'oppose au droit international. Juste une petite correction, si j'ose dire, entre guillemets. Le tribunal Russell, c'est un tribunal de conscience, c'est un tribunal d'opinion. Il n'est pas là pour dire seulement le droit. Il est là pour faire un diagnostic politique. Donc la question du sionisme, elle n'est pas forcément non pertinente. La question de l'idéologie qui sous-tend cela peut venir, mais elle n'y est pas encore. Peut-être qu'elle viendra. Quand viendra-t-elle? Il y a une question qu'on se pose, mais qui viendra inévitablement à l'occasion d'une des sessions du tribunal Russell. C'est la question de dresser, de ne pas se contenter de dresser un catalogue des violations. Israël a fait un mur, il bloque l'eau, il tue des gens, etc., etc. Comme si c'était des faits isolés les uns des autres. Non. Ce que fait Israël s'inscrit dans une stratégie d'ensemble qui est la destruction de la société palestinienne. Pour répondre à ce que vous disiez sur l'histoire du génocide, c'est pas parce que quand un crime est énorme, comme l'est celui du gouvernement israélien actuel, c'est pas la peine de l'accuser d'un crime encore plus grand. Ça suffit ce qu'il fait pour être terrifiant et terrible. Je m'explique. Non, on ne peut pas dire que ce qu'a fait Israël est du génocide. L'acte de génocide est un acte de tuer pour tuer. Ce qu'a fait Israël est très bien symbolisé par quelque chose qui a été fait en 1948 à Kfar Qasim, qui était un petit village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tous les habitants du village. Ils ont mis toutes les femmes et tous les enfants d'un côté, les vieillards d'un côté, et ils ont mis les hommes, disons, d'âge adulte de l'autre. Ils ont assassiné les hommes devant les femmes et les enfants, et après ils ont laissé les femmes et les enfants partir. Pourquoi? Pour pouvoir qu'elles disent aux autres villages ce qui est arrivé à Kfar Qasim, pour qu'ils fuient et qu'ils partent. Ce que souhaite le gouvernement israélien, c'est pas de tuer les Palestiniens. Si les Palestiniens acceptaient de partir et de s'intégrer peut-être dans les pays arabes, ou de devenir des réfugiés, ou
faire ce qu'ils veulent, ça suffirait. Ce qu'ils souhaitent, c'est ne plus avoir beaucoup de Palestiniens sur le sol qu'ils considèrent être le leur. Ceci n'est pas un génocide. Mais c'est très grave. Donc ce relèverait plutôt de l'épuration, je pense, mais pas du génocide. Donc, ce que je veux dire, il est important d'utiliser des mots précis. D'abord, parce que quand on utilise des mots précis, ça permet de voir la situation de manière précise. Deuxièmement, ça peut donner des armes pour lutter contre les injustices. Parce qu'on sait, en utilisant des mots précis, exactement comment les choses fonctionnent. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le mot colonialisme. Il faut reconnaître que la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts engendrés par le conflit en Palestine, est relativement faible par rapport à des conflits qui se déroulent sur d'autres endroits du globe. Il y a un autre mot qui a été proposé par une professeure israélienne qui est morte, hélas, Tania Reinhardt, qui s'appelle le silent cleansing, c'est-à-dire l'épuration silencieuse. Donc ce n'est pas un génocide, c'est une mise à l'écart, c'est-à-dire on dégage la population. Et vous avez raison de pointer la différence parce que en Algérie, en Afrique du Sud, etc., dans des processus de ce type-là, on gardait en effet la population parce qu'elle servait de force de travail. Voilà. On utilisait la force de travail de gens misérables qu'on payait très peu, exploités, etc. Tandis qu'en Israël, il y a une politique délibérée de ne pas utiliser la main-d'œuvre palestinienne. C'est-à-dire qu'on a réduit l'apport de la main-d'œuvre palestinienne dans les entreprises israéliennes. La cause palestinienne est connue dans le monde entier. Et je pense que consciemment ou inconsciemment, aujourd'hui, la cause palestinienne sert de marqueur pour les opinions du monde entier. C'est-à-dire qu'elle préfigure le monde de demain. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème, si on maintient cette injustice fondamentale si visible, si criante, c'est qu'on nous abreuve de discours et que ces discours sont creux et on sait que nous ne parviendrons, je parle des peuples du tiers-monde, des peuples qui souffrent en particulier, nous ne parviendrons à avoir une situation d'égalité avec ceux qui gouvernent aujourd'hui que par la violence. Ça veut dire que la violence sera transposée à l'échelle du monde. Il y a des questions qui se posent aux États-Unis. Ils disent, vous savez, le fameux rapport de Walt et Marsheimer, vous en avez peut-être entendu parler, ces deux professeurs des États-Unis qui ont fait un texte qui est de 80 pages, qui dit, mais au fond, est-ce qu'on est sûr que les intérêts d'Israël et les intérêts des États-Unis coïncident parfaitement? Si on a ce regain de violence, est-ce que c'est pas dû à la politique israélienne? Donc il y a quelque chose qui est en train de faire son chemin dans les opinions aux États-Unis et en Europe, et qui dit que finalement, si on subit des violences, si on subit des terroristes, c'est bien beau de se dire qu'il faut se battre contre le terrorisme. Mais peut-être qu'il faut aussi se poser la question de savoir ce qui alimente le terrorisme. Et maintenant, on sait dans l'inconscient que ce qui alimente le terrorisme, c'est d'abord l'injustice. C'est l'évidence. Et ça fait son chemin dans les esprits, et je pense que ça va déboucher. Le tribunal Russell, quand il donne ses conclusions, vous savez, il ne fait pas autre chose que d'essayer de contribuer à cette prise de conscience populaire et collective, en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier.